Ah, très bien. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec, comme j'ai dit là, le choix des jeux de bar. C'est-à-dire comment on va faire pour choisir le jeu de bar tout d'abord. Ayant fait le choix du jeu de bar, comment on va faire pour valider ce choix-là? Est-ce que c'est valable ou non? Okay. Donc, voilà. Donc, le choix du jeu de bar, il se repose principalement sur le courant d'emploi, c'est-à-dire la section de ces jeux de bar-là. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un jeu de bar tout d'abord? Oui? Tout le monde? Jamais? Donc, Oui, vers monsieur. la fin de la séance, on va le voir sur le tableau principal là-bas. Okay. Je vais essayer de vous montrer ces jeux de barres-là sur le tableau principal. Ce sont des barres de cuivre ou bien d'aluminium. Okay. Ce sont des barres de cuivre ou bien d'aluminium. Elles servent pour réaliser la liaison entre les différents appareillages ou bien pour les différents départs. Okay. C'est ça, en fait, le jeu de barres. Comme là. Monsieur, dans les salles Là, vous DTP, avez en fait un tableau de distribution dans lequel vous avez une multitude de jeux de barres. Vous y êtes? Donc, ces jeux de barres-là, ils sont là pour. Ouais. Donc, ces jeux de barres-là, ils sont là pour conduire le courant. Donc, généralement, la contrainte principale sur ces jeux de barres-là, c'est la contrainte. La contrainte principale sur ces jeux de barres-là, c'est la contrainte thermique. Elle est due à la circulation du courant électrique dans ce jeu de barres-là. Car généralement, on utilise les jeux de barres si on a à faire circuler un très grand courant. OK? ستشارجم حلهم لا بلاش ياك ما حسنش بها بصح لا بلاش حاجه donc ils sont généralement, en général, ils sont nus, mais on peut trouver des jeux de barres qui sont noircis ou bien qui sont couverts par de la peinture. Mais en général, ils sont nus pour assurer un bon refroidissement. Ils sont en général dans un endroit qui est ouvert, bien ventilé, pour assurer un bon échange thermique avec l'extérieur. C'est clair? Pour assurer un bon refroidissement. Mais en général, on peut trouver même des jeux de barres qui se trouvent dans des tableaux qui sont fermés pour des besoins ou pour des raisons d'assurer l'étanchéité sur des endroits là où il y a des endroits qui sont humides. Il y a de pluie, il y a je sais pas, des jets d'eau et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on peut utiliser des endroits qui sont clos. Dans ce cas-là, un surdimensionnement, il est nécessaire. Bon, donc comme j'ai dit là, le choix du jeu de barre, il repose principalement sur le courant. Donc tout d'abord, il faut savoir ce courant-là qui va circuler sur le jeu de barre, choisir un jeu de barre. Ayant choisi ce jeu de barre-là, je dois vérifier est-ce que c'est valide. C'est-à-dire, est-ce que les efforts dynamiques sur ce jeu de barre-là ne le détériorent pas? Est-ce que l'échauffement qui sera assuré ou bien qui sera fait sur ce jeu de barre-là ne le détériore pas aussi? C'est-à-dire, il faut s'assurer de la quantité d'échauffement sur ce jeu de barre-là. Il faut s'assurer aussi c'est la contrainte thermique. Il faut s'assurer aussi sur la question des efforts électrodynamiques. C'est-à-dire, généralement, un jeu de barre, il est fixé, il est traversé par un courant, la force de la place, elle permet de le fléchir. Il faut s'assurer que cette force-là ne le détériore pas lors d'un fonctionnement dans un mode normal. Bon, c'est ça ce qu'on va voir dans ce cours-là. Principalement, les recherches de Melson et Bose, qui sont généralement utilisées dans ce contexte-là pour vérifier le choix de ce jeu de barre-là. Donc, Melson et Bose font de très grands travaux sur ce concept-là. Bon, pour ces travaux-là, vous allez trouver par la suite tout un armada d'équations qui sont généralement empiriques, c'est-à-dire validées dans le laboratoire. N'essayez pas de les démontrer mathématiquement, c'est difficile, voire impossible. C'est-à-dire, on a essayé de trouver des relations empiriques, puis on a essayé de valider avec des coefficients en réalisant des mesures. C'est clair? Donc là, je vais vous présenter un certain nombre d'équations qui sont brevetées, issues de la norme, on peut les utiliser. C'est clair? Bon. Conditions de choix. Donc, la section nécessaire des jeux de barres se détermine en fonction de quoi? On a dit c'est le courant d'utilisation. Il faut calculer le courant qui circule dans ce jeu de barres-là. De l'indice de protection de l'enveloppe, c'est lui qui va déterminer est-ce qu'il s'agit d'un enveloppe ouvert ou bien un enveloppe fermée. Est-ce qu'il s'agit d'un enveloppe bien ventilé ou bien moins ventilé, et ainsi de suite.
Et bien sûr, après vérification de la contrainte thermique de court-circuit. C'est-à-dire, si ce jeu de barre-là est soumis à un court-circuit, est-ce qu'il va persister de point de vue thermique? Donc, voilà les trois conditions principales qui sont généralement utilisées pour choisir le jeu de barre. Donc, là, c'est juste quelques définitions des courants qu'on va trouver, ou qu'on trouve généralement dans les documents constructeurs de ces jeux de barre-là, selon la norme EN 60947. Donc, vous avez le courant IE et vous avez le courant ITHE. Donc, en fait, la différence entre les deux, c'est que le courant IE, c'est le courant assigné d'emploi qu'il faut considérer dans le cas des enveloppes qui sont bien ventilées. Dans ce cas-là, on parle de l'indice de protection IP est inférieur ou égal à 30. Mais si IP-là est supérieur à 30, dans ce cas-là, on doit considérer le deuxième courant, c'est le ITHE. C'est-à-dire un courant qui est un peu généralement déclassé par rapport au courant IE pour prendre en considération cette question de la ventilation. OK? Donc, ITHE, c'est le courant thermique sous enveloppe correspondant aux conditions d'installation flux-sévère, c'est-à-dire l'enveloppe étanche dont l'IP est supérieur strictement à 30. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un indice de protection? Je crois qu'on a déjà parlé de ça dans le cours. Oui, le IP. Très bien. L'indice de protection, c'est ça. Si vous ne vous souvenez pas très bien, l'indice de protection. C'est ça l'indice de protection. Donc, généralement, pour l'indice de protection, on définit deux chiffres. Il y a ce qu'on appelle le premier chiffre, c'est la protection contre les corps solides, et le deuxième chiffre, c'est la protection contre les corps liquides. Okay? Donc, bien sûr, de plus vous montez en indice, que ce soit en solide ou en liquide, de plus vous avez un endroit qui est vraiment très fermé et très clos. Vous y êtes? Par exemple, si je suis là, les corps liquides par exemple, si j'ai un indice de protection de 8, le deuxième chiffre, dans ce cas-là, l'objet peut être même émergé dans l'eau sans aucun risque d'infiltration de l'eau. C'est clair? Dans ce cas-là, on parle d'un objet qui est vraiment fermé et étanche en même temps. C'est clair? C'est-à-dire, aucune infiltration de l'eau n'est possible pour cet endroit-là. On parle de l'indice de protection égal à 8. Okay? Mais si vous avez un indice de protection égal à 0, c'est-à-dire dans ce cas-là, il n'y a pas de protection. Aucune protection. C'est pourquoi dans ce cas-là, on parle de l'indice de protection allant de 0, 0 jusqu'à XX. Donc, on parle de l'indice de protection inférieur à 30 ou bien supérieur à 30. On aura cette question il faut prendre en considération cette question de déclassement du courant. Bon, donc toujours sur cette question de... Monsieur, L'écran est pas partagé. monsieur, Ouais, vous avez J'ai une présentation. Il n'y a pas de présentation. Pas de présentation, mais la connexion chef. 100%. Voilà, participer à la réunion. Je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon connexion Internet. J'arrête la connexion. Parce qu'il est connecté maintenant, ça marche, je crois. Ah, c'est super.
Présenter intégralité de l'écran. Oui. Très bien, je crois maintenant ça marche. Oui, monsieur, ça marche. Oui, monsieur, maintenant, ça marche. Très bien. Donc, là, vous avez une remarque qui est intéressante, c'est le courant admissible dans le cas d'existence de plusieurs jeux de barres en parallèle. C'est-à-dire, si vous avez à utiliser dans une application donnée plusieurs jeux de barres en parallèle, au lieu d'utiliser une seule. On va voir ça dans les applications. Dans ce cas-là, le courant admissible par n barres en parallèle, et n barres en parallèle est toujours inférieur à n fois le courant admissible pour chaque jeu de barres. Pourquoi? Car il y a toujours de l'échange thermique entre les différents jeux de barres qui sont mis en parallèle. OK? C'est-à-dire, si vous avez par exemple un jeu de barres qui supporte un courant admissible de 1000 ampères, si vous prenez en parallèle deux jeux de barres de même taille, ils ne supportent pas 2000 ampères, mais un courant qui est un peu déclassé, un peu inférieur. Ça, c'est la norme 60947.1. Il donne ce coefficient de déclassement à utiliser pour la mise en parallèle de plusieurs jeux de barres si vous avez le n égal. Donc, c'est-à-dire dans ce cas-là, le n égale à 1,6 jusqu'à 1,8 pour un groupement de deux jeux de barres. Le coefficient de déclassement de 2,2 jusqu'à 2,4 pour un groupement de 3 jeux de barres. Il est clair que ce coefficient-là, il est inférieur à n fois le nombre de jeux de barres mis en parallèle. Donc, voilà, maintenant, comment on va choisir le jeu de barres? Généralement, on utilise les documents des constructeurs de ces jeux de barres-là. Donc, pour les constructeurs qui fabriquent ces jeux de barres-là, ils présentent des documents tels que ces documents-là. Donc, là, vous avez ce qu'on appelle le IE. On a parlé du IE. Il est clair que le ITHE, il est un peu inférieur. C'est le courant d'utilisation dans le cas où vous avez un endroit qui est clos, l'indice de protection supérieur à 30. C'est clair? Et bien sûr, là, vous avez ce qu'on appelle la référence technique de ce jeu de barres-là. Par exemple, ayant un courant de 200 ampères, IE, dans ce cas-là, je peux choisir le 374-33 qui se présente sous forme d'un jeu de barres de 15 mm fois 4 mm, c'est-à-dire, oui, c'est 1,5 cm sur 0,4 cm. Mais si vous avez à faire passer, par exemple, un courant de 1900 ampères, dans ce cas-là, obligatoirement, vous devez utiliser deux jeux de barres en parallèle, dont chacune a une dimension de 100 fois 5, c'est-à-dire 10 cm sur 0,5 cm. OK? Là, en fait, les critères, si vous voulez, de choix. Et là, vous avez en fait les différentes technologies qui sont présentées par les constructeurs. Pour la première là, elle a le même constructeur généralement. Dans ce cas-là, c'est le Schneider. OK? Donc là, vous avez ce qu'on appelle un montage à champ. Vous avez les barres de cuivre souples et vous avez ce qu'on appelle les barres de cuivre en C. Pour les montages à plat, vous aurez d'autres tableaux. En fait, quelle est la différence entre un montage à champ et un montage à plat? Un montage à champ, c'est un montage vertical, comme ça. C'est-à-dire, je fixe le jeu de barres à partir du point inférieur. Mais un montage à plat, c'est… Oui. Est-ce que vous écrivez quelque chose? Non, j'écris rien. C'est-à-dire, voilà disons je ne sais pas, est-ce que ça va écrire là? Très bien. Voilà. Donc, montage à champ, c'est comme ça. C'est-à-dire, le jeu de barres, voilà la section verticale de ce jeu de barres-là. OK? C'est-à-dire, il est fixé à partir de ce point-là. Voilà le point de fixation. OK? Mais montage à plat, voilà votre surface. Il est fixé comme ça. Donc, malheureusement, je ne peux pas réaliser un bon graphique sur cette tablette-là. Je ne suis pas encore habitué à le faire. Voilà votre jeu de barres. OK? Il est mis à plat. C'est-à-dire, il est fixé sur la totalité de son surface. C'est clair, monsieur? Donc, en fait, ce qui fixe, est-ce qu'il s'agit d'une fixation à champ, là, à plat? C'est en fait l'endroit où vous allez l'utiliser. Donc, pour certains appareillages, déjà, ils vous figent. Obligé, vous devez utiliser une fixation à champ. Déjà, les isolateurs qui se présentent à l'entête, ils présentent des points de fixation qui sont verticales. Vous ne pouvez pas réaliser une fixation à plat de ces jeux de barres-là. C'est clair? C'est-à-dire, l'utilisation, c'est elle qui va vous exiger, qui va vous imposer la méthode de fixation. OK? Donc, vous avez ce qu'on appelle une fixation en champ ou là à plat. OK? Les deux.
Aussi, vous avez ce qu'on appelle les différentes technologies. Là, vous avez les barres de cuivre plates ou bien rigides. Okay? Vous avez aussi ce qu'on appelle les barres de cuivre qui sont souples. En fait, les barres de cuivre qui sont souples, ce sont des lamelles de barres de cuivre qui sont assemblées. Là, vous pouvez les... Hein, elles sont vraiment très souples. Comme les câbles. Vous avez des câbles qui ont une âme rigide et des câbles qui ont une âme qui est souple. Ce sont tout simplement plusieurs câbles ou bien conducteurs fins qui sont assemblés. C'est clair? Pour assurer, bien sûr, cette question de faciliter cette question de fixation. Il existe ce qu'on appelle une autre technologie, c'est ce qu'on appelle les barres de cuivre dites en C. En fait, c'est quoi une barre de cuivre en C? Ce sont des barres de cuivre pour laquelle vous avez une coupe verticale sous forme de C. Vous y êtes? Donc, ils sont courbés des deux côtés. C'est clair? C'est-à-dire, au lieu d'avoir une barre de cuivre qui a une coupe sous forme d'un rectangle, ok? Vous aurez une coupe qui est sous forme de C. Très bien. C'est-à-dire, il a cette coupe-là. C'est-à-dire, ils sont courbés des deux côtés. Voilà le jeu de barre. Si je le trace, il est comme ça. Vous y êtes? Le jeu de barre, il a une coupe généralement sous forme de C. C'est-à-dire, il est courbé des deux côtés. Très bien. Donc, ce qui est le plus intéressant dans ce contexte-là, c'est-à-dire selon votre mode de fixation, vous allez définir ce qu'on appelle le mode de fixation de votre jeu de barre. Ayant défini ce mode de fixation de votre jeu de barre-là, il faut calculer le courant. Ayant ce courant-là, vous pouvez choisir le courant ou bien le jeu de barre dans le catalogue. Ayant ce jeu de barre-là que vous allez choisir dans le catalogue, vous pouvez maintenant passer à la vérification. C'est l'étape suivante qu'on va voir. Oui. Comment mettre en parallèle deux jeux de barre? Oui. Donc, regardez là. Donc, généralement, vous avez deux grands intérêts pour réaliser la mise en parallèle des jeux de barre. Le premier intérêt, c'est la question de manipulation. Si vous avez un jeu de barre qui a une épaisseur fine, c'est très facile à le manipuler. Si vous avez un jeu de barre qui est vraiment très massif, qui a une épaisseur très grande, c'est très difficile de le manier. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, le plier, il va se casser peut-être. C'est clair? C'est-à-dire là, c'est un intérêt. Par la suite, généralement, même dans l'appareillage à moyenne tension ou à haute tension, dans lequel vous avez besoin de fixer les jeux de barre, parfois, de nature, le constructeur, il prévoit deux emplacements pour les jeux de barre, c'est-à-dire pour la mise en parallèle de deux jeux de barre. Car pour lui, déjà, en réalisant les calculs, il sait que dans cette installation-là, vous avez besoin, par exemple, d'un jeu de barre dont l'épaisseur sera de 2 cm. Est-ce que vous pouvez le faire? Non. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, dans ce cas-là, on a intérêt à minimiser cette section-là. Un deuxième intérêt pour minimiser, en fait, les sections des jeux de barre et les mettre en parallèle, c'est cette question de l'épaisseur de peau. Je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà parlé de ça ou non? Car généralement, dans les conducteurs électriques, si vous avez une installation électrique dans laquelle il y a de la pollution harmonique. Si vous avez de la pollution harmonique, généralement, qu'est-ce que ça veut dire une pollution harmonique? C'est-à-dire une fréquence qui est très grande. On sait qu'il y a une relation entre ce qu'on appelle l'épaisseur de peau et la fréquence. C'est-à-dire, cette épaisseur-là, elle est d'autant plus grande que la fréquence, elle est faible. Inversement proportionnelle. C'est-à-dire, si la fréquence, elle augmente, cette épaisseur de peau, elle diminue. C'est clair? C'est-à-dire, vous avez ça. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un stylo là? Vous avez votre jeu de barre comme ça. Si je parle en coupe de votre jeu de barre là, à une fréquence donnée, ça c'est la coupe, si vous voulez. À une fréquence donnée, pour la fréquence fondamentale par exemple, le courant il circule dans la totalité de votre conducteur. Mais si la fréquence augmente, le courant il ne circule que dans la périphérie, dans la circonférence, dans cette partie-là. C'est ce qu'on appelle l'effet de peau, c'est-à-dire les électrons ont tendance à s'écarter vers les bords. Cette épaisseur-là s'appelle delta. Il se calcule en fonction de la fréquence.
Donc, en fait, dans ce cas-là, si vous avez utilisé un jeu de barre qui est massif, dans ce cas-là, vous n'allez pas garantir que les électrons ils vont circuler dans la totalité de votre conducteur. Il est préférable dans ce cas-là, au lieu d'utiliser ça, d'utiliser deux jeux de barre en parallèle. Dans ce cas-là, même si les électrons ils vont circuler sur la circonférence, vous allez vous retrouver avec une grande superficie dans laquelle il va circuler le courant. C'est-à-dire moins d'échauffement de votre jeu de barre dû à l'existence des harmoniques. C'est-à-dire les harmoniques ont un problème, c'est qu'ils vont chauffer davantage votre jeu de barre. C'est clair? Donc, si vous avez des harmoniques, on a intérêt, dans ce cas-là, à utiliser plusieurs jeux de barre en parallèle au lieu d'un seul. C'est clair, monsieur? Donc, voilà ce qu'on fait là. Dans ce cas-là, vous aurez des jeux de barre qui sont mis en parallèle des deux côtés, tout simplement. Bien? Oui. Ah, quel est l'avantage de? Donc, les jeux de barre en C sont un peu chers. Un défaut, c'est qu'ils ont un problème de fixation. C'est-à-dire, c'est très difficile de réaliser une fixation en champ. C'est-à-dire en vertical de ces jeux de barre-là. Mais c'est possible de réaliser une fixation en plat. Alors, le défaut des nombres. L'avantage des nombres, ils ont une rigidité supérieure. On va voir par la suite, sur les efforts électrodynamiques. Je vous vais les coefficients, ils dépendent de la nature ou bien de la technologie du jeu de barre. Si vous avez une jeu de barre plate, vous avez un coefficient. Mais si vous avez une jeu de barre dont la coupe est en C, vous avez un coefficient qui est un peu supérieur. C'est clair? Oui, mademoiselle. Vous parlez de ça? Donc, c'est-à-dire là, c'est la dimension, ce n'est pas deux fils. Là, vous avez un jeu de barre dont la dimension, il est comme ça. La coupe, il est comme ça. Vous avez 12 mm là et 2 mm là. Là, vous avez 12 mm et là, vous avez 2 mm. Est-ce que c'est clair? La coupe, la section de ce jeu de barre là, c'est 2 x 12. C'est clair? Mais lorsque vous aurez là 2 x 50 x 5, c'est-à-dire là, vous avez deux jeux de barre dont chacun a une longueur de la section de 50 mm et une largeur de 5 mm. C'est clair? Très bien. Voilà, on part maintenant vers ce qu'on appelle les expressions de vérification. Maintenant, on a choisi le jeu de barre. On va essayer de voir est-ce que notre jeu de barre là, il fonctionne bien ou non. Donc, tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle l'expression de validation de ce qu'on appelle le courant admissible. C'est l'expression dite de Melson et Bose. Okay? Bien sûr, n'essayez pas de démontrer cette expression-là. Déjà, vous allez voir qu'il s'agit d'une expression un peu bizarre. Mais cette expression bizarre-là, elle est validée dans les labos, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Okay? Donc, selon Melson et Bode, le I égale K, une constante K. On va voir comment on va calculer cette constante K. C'est comme les modes de pause. C'est un produit de facteurs, ou bien de coefficients, fois 24,9 multiplié par θ moins θn à la puissance 0,61, multiplié par S à la puissance 0,5, multiplié par P à la puissance 0,39, sur la racine carrée de rho 20, fois 1 plus alpha, fois θ moins 20. θ, en fait, c'est la température. C'est la température max. Le θ, il définit quoi? Il définit en général. Donc, généralement, votre jeu de barre-là, il est prévu pour qu'elle s'échauffe pour une température un peu supérieure. Mais ce qui définit la température max d'échauffement, ce n'est pas le jeu de barre lui-même, mais les objets qui se trouvent en contact avec ce jeu de barre-là. Par exemple, si vous avez votre isolateur à un en-tête en PVC, dans ce cas-là, vous avez une température max de 90. Vous y êtes? 90 degrés. Si vous dépassez ce 90 degrés, que se passe-t-il? Automatiquement, l'isolateur, il va s'abîmer. Et par la suite, le jeu de barre, il ne sera plus fixé. Donc, en fait, la température, elle est définie par les objets qui se mettent en contact avec le jeu de barre. Si vous avez, par exemple, des en-têtes en céramique, là, vous avez une température qui peut aller jusqu'à 300 degrés. Est-ce que c'est clair? Donc, de plus, vous changez les éléments qui se mettent en contact avec le jeu de barre, de plus, vous changez la température max. Donc, le θ que j'ai là. Le θ. Je parle là de θ. Donc, en fait, on définit dans ce cas-là quoi? La température ambiante. Donc, en général, on prend 40 degrés C. En général, on prend 40 degrés C. Car généralement, lorsqu'on veut définir l'échauffement, on veut définir l'échauffement par rapport au 40. Vous y êtes?
Donc là, vous avez le θn, c'est la température ambiante. Vous avez le θ moins θn, c'est-à-dire la température max des éléments qui se mettent en contact avec les jeux de barre, moins la température nominale. C'est ce qu'on appelle l'échauffement. C'est-à-dire de combien de température, de combien de degrés C, ce jeu de barre-là, il peut s'échauffer sans qu'il soit abîmé. Bien sûr, S, c'est la section du jeu de barre. Et le P, c'est le périmètre. Là, il faut faire attention pour le P. En fait, ce n'est pas le périmètre d'un jeu de barre, mais c'est le périmètre des ensembles des jeux de barre. C'est bien clair? Regardez là. Si vous avez, par exemple, deux jeux de barre en parallèle, si vous avez deux jeux de barre en parallèle, un premier jeu de barre et un deuxième jeu de barre, par exemple, dans ce cas-là, la section, c'est la section de celui-là. Mais le périmètre, c'est quoi? C'est le périmètre de ça. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est clair? C'est le périmètre de l'ensemble. Oui, on compte le vide. On compte même le vide. C'est-à-dire, il faut compter le vide qui se trouve entre les deux jeux de barre. Ça, c'est le périmètre. En fait, ça, c'est la définition de l'expression de Bode-Emelson. OK? En fait, là, il faut calculer le périmètre global. OK? Le ρ20, c'est la résistivité à 20 degrés C. Ce n'est pas la résistivité à la température ambiante. OK? Ou bien à 0 degré C. C'est la résistivité à 20 degrés C. Elle est généralement connue. Par exemple, pour le cuivre, c'est 1,83 micro-ohms centimètre. Et pour l'aluminium, c'est 2,9 micro-ohms centimètre. Le alpha, c'est 0,04, c'est-à-dire le facteur de température. Il est connu pour les différents conducteurs. Et le K, maintenant, c'est le produit de 6 coefficients. K, c'est K1 fois K2 fois K3 fois K4 fois K5 fois K6. Comment on va calculer ces coefficients-là? Donc, le K1, tout d'abord, c'est quoi? C'est le nombre de barres par phase. Donc, il donne là le nombre de barres par phase. Donc, si vous avez un seul barre par phase, dans ce cas-là, le K1 égale à 1. C'est fini. Mais si vous avez le N égale à 2, par exemple, 2 jeux de barres par phase, dans ce cas-là, il faut déclasser. Il faut utiliser un coefficient K1 qui dépend de quoi? Le nombre de jeux de barres en parallèle, en fonction de quoi? De la largeur sur l'épaisseur. Par exemple, si je prends un jeu de barres de 100 divisé par 10, et là un A sur E égale à combien? C'est 10 sur 100. C'est-à-dire c'est 1 sur 10. C'est-à-dire c'est 0,1. Donc il faut prendre un coefficient. Si vous avez deux jeux de barres, il faut prendre ça. C'est clair ce que je viens de raconter là? C'est ça le K1. Bon, le K2. Le K2, il représente là l'effet de la peinture sur ces jeux de barres-là. Si ces jeux de barres-là, ils sont nus, il n'y a pas de peinture, c'est-à-dire il y a une bonne convection thermique, si vous voulez, de ces jeux de barres-là vis-à-vis l'air libre. Dans ce cas-là, le K2 égale à 1. Sinon, il faut déclasser, il faut utiliser un coefficient un peu différent. Donc, pour le nu, pour les jeux de barres nus, vous avez K2 égale à 1. Pour les jeux de barres peintes, dans lesquels il y a de la peinture, il faut utiliser 1,15. Le K3, c'est la position des barres. Je vais là les différentes modes de position des barres. Position en champ, ou là à plat. Donc, selon le mode de position, dans ce cas-là, vous avez un coefficient K3 à prendre en considération. Donc, sur champ, vous avez K3 égale à 1. Mais à plat, vous avez 0,95. Plusieurs barres, à plat, vous avez K3 égale à 0,75. Si vous avez 2 ou bien 3 barres à plat, vous allez utiliser 0,75. K4, l'endroit où sont installés les jeux de barres. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont installés à une atmosphère calme à l'intérieur? Dans ce cas-là, je prends 1. Ou bien à l'extérieur carrément. C'est-à-dire, ils sont fortement ventilés. C'est 1,2. Ou bien dans une gaine non ventilée. C'est-à-dire, dans un endroit qui est vraiment très ferme. Dans le cas, il n'y a pas de circulation de l'air. Dans ce cas-là, je prends le K4 égale à 0,8. Monsieur, Voilà. Oui, monsieur. ça veut dire quoi une atmosphère calme, monsieur? En atmosphère calme, c'est-à-dire vous avez installé votre jeu de barre là dans un tableau, là où il y a des orifices, des ouvertures. Donc là, vous n'aurez pas en fait de
du vent qui souffle à l'intérieur, mais vous avez seulement une petite ventilation naturelle qui va circuler dans ce tableau-là. Est-ce que c'est clair? C'est ça, en fait, la ventilation calme. Okay? Ce qu'on a dit là, c'est l'atmosphère calme à l'intérieur. C'est-à-dire une atmosphère dans laquelle il n'y a pas du vent qui souffle d'une manière très forte. C'est clair? Donc, il y a le vent qui est calme. Donc, le climat, quand vous avez un climat calme, l'extérieur, un climat calme, c'est un climat dans lequel vous avez un vent qui n'est pas vraiment très sévère. Vous n'avez pas des averses. Vous avez du soleil. Est-ce que c'est clair? C'est le climat calme, dans lequel il n'y a pas des perturbations, dans lequel il n'y a pas des instabilités climatiques. C'est la même chose là. K5, il permet de prendre en considération en fait ce qu'on appelle la ventilation artificielle. C'est-à-dire, est-ce que votre tableau dans lequel vous avez installé les jeux de bar est doté d'un système de ventilation artificielle, c'est-à-dire est-ce qu'il dispose à l'intérieur d'un ventilateur ou non? S'il y a de la ventilation artificielle, dans ce cas-là, il faut déclasser ce facteur-là par un coefficient qui prendra en considération la quantité de la ventilation. C'est-à-dire utiliser un seul ventilateur, c'est pas la même chose que d'utiliser deux. C'est pas la même chose que d'utiliser 3. Utiliser un ventilateur de puissance telle, c'est pas la même chose d'utiliser un ventilateur de puissance supérieure. Dans ce cas-là, il faut réaliser en fait des mesures dans ce cas-là. Hein? Mais sinon, si vous n'avez pas de ventilation artificielle, il faut prendre K5 égale à 1. Le K6, c'est la nature du courant. Donc, c'est-à-dire, pour les courants sinusoïdal dont la fréquence est inférieure ou égale à 60 Hz, c'est-à-dire 50, 60 Hz, pas de problème. Dans ce cas-là, je prends le K6 en fonction du nombre de barres par phase et de leur écartement. Vous allez prendre un coefficient dans cette liste-là. Par exemple, si vous avez une seule barre, vous avez 1. 2 barres en parallèle, toujours 1. 3 barres en parallèle, il faut prendre 0,98. Là. Bon, ayons maintenant déterminé ces différentes coefficients-là. J'ai l'échauffement, qui dépend bien sûr des éléments qui sont mis en contact avec ce jeu de barre-là. Je peux calculer le courant admissible. Ayant calculé ce courant admissible-là, il faut que ce courant-là soit supérieur ou égal au courant que vous avez utilisé pour le choix de votre jeu de barre. Vous y êtes? Vous avez réalisé, vous avez calculé votre courant admissible par le jeu de barre, vous avez trouvé un courant de 1100 ampères par exemple. Vous avez choisi un jeu de barre de 1200 ampères par exemple. Vous avez réalisé les calculs avec la formule de Melson et Bob en utilisant les différents facteurs. Donc, il faut trouver un courant qui est supérieur ou égal à ce courant-là. Si vous trouvez un courant inférieur, c'est que votre jeu de barre-là n'est pas bien choisi. Il faut choisir une dimension supérieure. C'est-à-dire la section que vous avez choisie pour votre jeu de barre-là, il est insuffisant. Il faut choisir une section supérieure. Donc, voilà le premier point de vérification. Okay? C'est ce qu'on appelle la vérification du courant admissible. Deuxième point de vérification, c'est ce qu'on appelle la vérification de la contrainte thermique sur le jeu de barre. C'est-à-dire la quantité d'échauffement de ce jeu de barre-là lorsqu'il est traversé par le courant de court-circuit. Lorsqu'il est traversé par le courant de court-circuit, bien sûr, il s'échauffe. Il y a des pertes de gel à l'intérieur. Bien sûr, cet échauffement-là, il peut aller jusqu'à la fusion de ce jeu de barre-là. Bon. Donc, il faut s'assurer que votre jeu de barre, il supporte cette contrainte thermique-là. Donc, généralement, dans le document constructeur, on vous donne ce qu'on appelle une constante de la contrainte thermique. Il faut s'assurer que cette constante-là, elle soit supérieure à votre constante que vous allez calculer vous-même, c'est-à-dire I carré fois T. Donc, si vous vous souvenez très bien, si je reviens là sur le document constructeur, là, le constructeur, il vous donne quoi? Il vous donne les différentes caractéristiques de la référence, il vous donne aussi quoi? C'est ce qu'on appelle la contrainte thermique. Donc, par exemple, pour ce jeu de barre-là, il supporte une contrainte thermique de 1 10 à la puissance 8 ampères carré seconde. Dans votre cas-là, par exemple, vous avez calculé le courant de court-circuit. Vous avez le temps de déclenchement de l'appareillage de protection. Par exemple, vous avez un temps de déclenchement de 2 secondes et vous avez un courant de 10 000 ampères. Dans ce cas-là, vous avez une contrainte de 20 10 à la puissance 3, c'est ça? I carré
قلنا 20 كيلو امبير c'est-à-dire هي 400 10 à la puissance 6 ياك multiplié par 2 c'est-à-dire 800 Monsieur, s'il vous plaît, on Ça, la ne voit puissance- pas le curseur, monsieur. ما كنكتبوا له كنهضروا c'est-à-dire dans ce cas-là vous aurez donc je parle là donc voilà la contrainte thermique qui est généralement fixée par le constructeur. Par exemple pour ce premier là vous avez une contrainte thermique de 1,2 et c'est la puissance 7. Si vous avez comme j'ai dit là un courant de 10 kA par exemple, il faut calculer pour ce courant de 10 kA I carré, c'est 10 à la puissance 6, c'est-à-dire 100 10 à la puissance 6, multiplié par le temps nécessaire aux appareillages de protection pour déclencher. Si je prends par exemple 2 secondes, j'ai 200 10 à la puissance 6, c'est-à-dire 2 10 à la puissance 8. Est-ce que dans ce cas-là, la contrainte est respectée? Un exemple, au hasard. Le premier jeu de barre, la contrainte thermique d'ILE est 1,2 10 à la puissance 7. J'ai réalisé les calculs, j'ai trouvé 2 10 à la puissance 8. Est-ce que la contrainte thermique est respectée ou non? Non, il n'est pas respecté. Il n'est pas respecté. Il faut choisir un jeu de barre un peu supérieur, car celui-là, il va fondre dès le court-circuit. Bien sûr, il va fondre avant le déclenchement de l'appareillage de protection, malheureusement. C'est clair? Donc, voilà ce qu'on appelle le deuxième critère qu'il faut prendre en considération. C'est ce qu'on appelle la contrainte thermique. Voilà. Donc, troisièmement, c'est comment on va calculer sa température, c'est-à-dire la différence de température qui va représenter l'échauffement qui est dû au court-circuit. Donc, toujours, c'est la deuxième formule de Melson-Ebon. Donc, pour calculer le delta θ C, c'est-à-dire, en fait, finalement, la température de votre jeu de barre, elle sera quoi? C'est tout simplement la température ambiante, plus le delta θ que vous avez calculé tout à l'heure là, c'est-à-dire, ils sont dus à l'existence des objets en contact avec le jeu de barre, plus, bien sûr, le delta θCC que vous avez calculé maintenant. Le delta θCC égale à combien? C'est 0,24 fois ρ20, toujours c'est la résistivité, fois ITH au carré. Le ITH, en fait, c'est tout simplement le courant de court-circuit. Il faut calculer ce courant de court-circuit-là. Donc, c'est le courant de court-circuit au carré, fois TK. TK, c'est la durée de court-circuit, c'est-à-dire le temps nécessaire pour l'appareillage de protection pour ouvrir le circuit. Donc, divisé par N fois S au carré. Donc, N, c'est le nombre de barres par phase en parallèle. Et le S, c'est la section d'une barre par centimètre carré. Une remarque très intéressante. Pour toutes les formules de Nelson-Ebon, il faut faire très attention aux unités. Pour lui, il n'utilise pas les unités du système international. C'est-à-dire, lorsqu'il vous dit que la section elle est comptée en centimètres carrés, il faut la présenter en centimètres carrés. Ce n'est pas en mètres carrés. Sinon, vous allez trouver des valeurs qui sont une logique. Est-ce que c'est clair? Il faut faire attention à ça. Donc, fois C, en fait, c'est la chaleur spécifique, c'est connu. Donc, pour le cuivre, c'est 0,091 par exemple. Et le delta, en fait, c'est la masse volumique, c'est aussi connu. Donc, pour le cuivre, c'est 8,9 et pour l'aluminium, c'est 2,7 grammes par centimètre. En fait, c'est là la méthode pour calculer en fait l'échauffement, si vous voulez, de votre jeu de barre. La tenue électrodynamique. Là, on part vers ce qu'on appelle le calcul des efforts. C'est-à-dire, là, vous avez un jeu de barre qui est fixé sur des points bien déterminés. Donc, il faut que l'effort de flexion qui s'exécute sur votre jeu de barre-là, il faut qu'il soit acceptable par votre jeu de barre. Sinon, vous allez le détériorer par le passage d'un courant sur ce jeu de barre-là. Donc, généralement, pour calculer en fait le problème ou bien l'effort électrodynamique sur les jeux de barre, on calcule tout d'abord le F1. Ayant calculé le F1, on peut calculer le F. Le F, en fait, c'est quoi? C'est l'effort appuyé ou bien appliqué sur les points de fixation. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, vous avez un jeu de barre qui est fixé sur des points donnés. L'effort appliqué sur ces points-là, c'est F. Okay?
Donc, F1, en fait, c'est quoi? C'est 2 fois L sur D, fois le courant dynamique au carré, ok, fois 10 à la puissance moins 8. Donc le F1, il est calculé directement en décanewton. Le I dynamique, en fait, c'est la valeur crête du courant de court-circuit. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur crête? C'est-à-dire, supposons que vous avez une sinusoïde, il faut calculer le courant de court-circuit. Le courant de court-circuit que vous calculez, vous, c'est le courant efficace. Là, il faut présenter le courant max. C'est-à-dire, il faut multiplier par le racine du 2 que vous connaissez. Voilà, donc, on peut utiliser l'expression que vous avez là, donc KSCC sur U racine 3. Donc, pour calculer le ICC, tout simplement. Le K, en fait, c'est quoi? C'est 1,414, c'est les racines de 2. Le K sinusoïdal. Si le courant n'est pas sinusoïdal, c'est-à-dire si vous avez des harmoniques dans le courant, là, on parle de ce qu'on appelle le facteur de crête. OK? Il faut le calculer. Donc, le K, là où il y a des harmoniques de la pollution, le rapport entre la valeur max et la valeur efficace, ce n'est plus racine de 2, mais une valeur qui est nettement supérieure. OK? Donc, par exemple, la valeur il est fixée pour les charges polluantes. Si on prend par exemple les alimentations à découpage, il est fixé à 5. Vous avez un facteur de crête égal à 5. Ce n'est pas racine de 2. C'est clair? Donc, dans ce cas-là, il faut multiplier par K. Le K, c'est un facteur à calculer. Généralement, dans le cas sinusoïdal, le cas ordinaire, c'est racine de 2. Bien. Voilà. Donc, le U, en fait, c'est quoi? C'est la tension de service en kilovolts. Le L, c'est la distance entre isolateurs d'une même phase, en centimètres. Il faut la prendre en centimètres. C'est-à-dire, vous avez le jeu de barre, il est fixé par des isolateurs. Sur les antennes des isolateurs, vous avez ça. Vous avez un jeu de barre. Voilà le jeu de barre. Donc, هذا ماشي jeu de barre. Voilà. المهم عندنا les isolateurs. Voilà, le premier isolateur de fixation et le deuxième isolateur de fixation, par exemple. Cette distance-là, entre les deux isolateurs-là, il y a D. La distance avec un signe, la distance D. Okay? Ou bien L, pardon, c'est L. Ça, c'est la distance L. Donc, ça, c'est la distance entre deux points. Le L, c'est la distance entre deux isolateurs de la même phase. D, c'est la distance entre deux phases. C'est-à-dire là, chaque jeu de barre, il présente une phase. La fixation, la différence entre la distance entre ce jeu de barre et ce jeu de barre-là, qui est présent phase 1 et phase 2, par exemple, c'est D. Il est généralement régulier. Hein? Donc, vous avez un coefficient K, 2,5 pour 50 Hz, 2,6 pour 60 Hz, selon la CEI, et 2,7 pour selon NZ. Le K, oui, le K. Le K, il est là. Donc, SCC sur U racine 3 gonade, ou le ICC, ok, on prend le K. Le K, il est donné dans ce cas-là. C'est 2,5 ou bien 2,6. Bon. C'est la valeur de crête. Donc, peut-être, selon la norme, on va essayer de majorer pour trouver des valeurs qui respectent mieux cette question de contrainte sur l'effort. est à comparer à la tenue mécanique du support à laquelle on appliquera un coefficient de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est le coefficient de sécurité. Maintenant, l'effort en tête des supports où les traversées, c'est-à-dire l'effort appliqué sur les en-têtes des isolateurs. F égale à F1 que vous avez calculé tout à l'heure là, multiplié par H plus petit h. Le grand H, c'est la hauteur de l'isolateur. Okay. Et le petit h, c'est la distance de la tête de l'isolateur au centre de gravité du jeu de barre. C'est-à-dire, supposons que vous avez une fixation par champ, comme ça. C'est-à-dire la distance entre le point de fixation et le centre de gravité, généralement, c'est petit h. Et le grand H, c'est la hauteur de votre isolateur. Okay.
Donc, si vous avez n supports, l'effort F encaissé par chaque support est au maximum égal à K n fois F1. Avec Kn, il est donné par cette expression-là. Il y a un exercice des supports en parallèle. Si vous avez plusieurs jeux de barres en parallèle, n jeux de barres, dans ce cas-là, vous avez directement à utiliser ces facteurs-là, 0,5 ou bien 1,25 selon le nombre de jeux de barres en parallèle, multiplié par F1 que vous avez calculé tout à l'heure. Bon, donc il faut que cette tenue électrodynamique-là, elle dépasse, elle est supérieure ou égale à la tenue électrodynamique présentée par le constructeur de votre jeu de barres. La tenue mécanique des jeux de barres, c'est-à-dire la tenue mécanique, c'est-à-dire la question du jeu de barres lui-même maintenant. On ne parle pas de fixation et l'effort sur les éléments de fixation. Donc, en faisant l'hypothèse admissible que les extrémités des barres sont encastrées, elles sont soumises à un moment fléchissant, c'est-à-dire l'effet de flexion sur ce jeu de barres-là, dont la contrainte résultante égale. Donc, la contrainte dans ce cas-là égale à F1 que vous avez calculé tout à l'heure, sur 12, multiplié par L sur L sur V. Donc, c'est quoi en fait L? L, c'est déjà donné, en fait, c'est la distance entre isolateurs. Et le L sur V, en fait, c'est quoi? C'est le module d'inertie. Il y a une barre. Alors, il est défini pour chaque jeu de barre. Pour chaque jeu de barre, soit le constructeur qui vous donne ce facteur-là, soit vous pouvez vous référer au document normatif. Je vais vous donner tout à l'heure là un document, par exemple, dans ce cas-là, vous pouvez voir. Donc, pour chaque jeu de barre, par exemple, 100 fois 10, 100 fois 10, vous avez une section, c'est 10 cm², c'est normal, 10 fois 100. Puis, vous avez là, en fait, le M, c'est la masse volumique, si vous voulez. Donc, le focanien cuivre, c'est A5 sur L. Puis là, vous avez pour chaque mode de fixation, pour chaque disposition, là, pour la disposition sur champ, là, c'est pour la disposition à plat, là, sur champ avec plusieurs jeux de barres, là, à plat avec deux jeux de barres, un H en champ, 3 jeux de barres, et ainsi de suite. Si vous avez un seul jeu de barres, dans ce cas-là, vous avez le L, et vous avez L sur V. Ce qui nous intéresse là, c'est ou 1,66 cm3. C'est clair? Vous avez le L et vous avez le L sur V. On n'arrive pas, oui, monsieur. On n'arrive pas à vous suivre, monsieur. On ne voit pas les curseurs là où vous indiquez. Oui, monsieur. Vous ne voyez pas l'écriture? Quelle écriture? Non, le curseur. Non, les curseurs, monsieur, on n'arrive pas à identifier là où vous êtes en fait pour non, j'écris juste du par là. Et l'écriture et le curseur. Regardez là, monsieur. Si je parle de ce jeu de barre là, par exemple. Ce jeu de barre là. Donc pour ce jeu de barre là, vous avez quoi? Vous avez tout d'abord les caractéristiques générales de ce jeu de barre là. Vous avez ce qu'on appelle la section, c'est 10 cm². Vous avez ce qu'on appelle la masse volumique. Si ce jeu de barre là il est en cuivre, c'est ça. S'il est en aluminium, c'est ça. Ensuite, là, vous avez, selon le mode de fixation, si vous avez un seul jeu de barre sur champ, voilà, vous avez ça. Ou bien, là, vous avez un seul jeu de barre à plat. OK. Là, vous avez deux jeux de barre sur champ et ainsi de suite. Si je prends ça, par exemple, là, on vous donne, dans ce document constructeur-là, dans ce document normatif, on vous donne le L et on vous donne le L sur V. Donc, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le L sur V. Le L sur V, dans ce cas-là, c'est 1,66. C'est clair, monsieur? Oui? Oui. Très bien. Donc maintenant, vous avez calculé, vous avez utilisé ces facteurs-là pour calculer en fait ce qu'on appelle la tenue mécanique des barres, c'est-à-dire les forts de flexion. Il faut que cette tenue dynamique-là, elle respecte, elle soit supérieure à ces tenues-là. Là, en fait, c'est les tenues qui sont connues dans la physique. Par exemple, pour le cuivre 1 sur 4 dur, c'est 1200 décanewtons par centimètre carré. Si votre jeu de barre est fabriqué en cuivre 1 sur 2 dur, donc le 1 sur 2, il représente la quantité d'ajout sur votre cuivre. Donc, on n'utilise jamais le cuivre seul. Toujours, vous avez ce qu'on appelle des ajouts d'alliage pour réaliser ce qu'on appelle les jeux de barre. Donc, pour le cuivre 1 sur 2, ce n'est pas comme le cuivre 1 sur 4. Ce n'est pas pour le cuivre 4 sur 4, c'est-à-dire à 100%. Donc, dans ce cas-là, vous avez le 300 décanewtons par centimètre carré. Pour l'aluminium étamé, c'est 1200 décanewtons par centimètre carré. Donc, il faut que votre effort que vous avez trouvé là soit supérieur à ces efforts-là. Par exemple, si vous travaillez avec le cuivre 1 sur 2, il faut trouver
à une tenue mécanique des barres qui est généralement inférieure ou bien supérieure pardon, à 1200 décanewtons par centimètre carré. C'est clair? Bon. Là, je vous des exemples. Fréquence propre des résonances. Donc là, vous avez un problème qui s'accorde à l'utilisation des jeux de barres. Vous avez un jeu de barres qui est traversé généralement par un courant qui est variable. Bien sûr, ce courant variable-là, il permet de mettre une contrainte un peu mécanique variable selon la force de la place sur ce jeu de barre-là. Si la fréquence de cette force-là, il s'accorde avec la fréquence de résonance de ce jeu de barre-là, dans ce cas-là, vous avez un problème. C'est-à-dire vous aurez une détérioration de votre jeu de barre-là due à la résonance mécanique. Okay? C'est-à-dire les vibrations. Généralement, lorsque vous êtes proche d'un tableau électrique, vous allez entendre un son. Donc, ce son-là, il est dû à l'existence de vibrations. Si cette vibration-là, elle s'accorde à une fréquence de résonance de votre jeu de barre-là, vous aurez un problème. C'est que vous aurez une détérioration de votre jeu de barre-là due à la résonance. La norme, il vous dit que toujours, il faut que la fréquence de résonance de votre jeu de barre-là soit toujours loin de plus ou moins 10% des fréquences 50 et 100 Hz. OK? 50 Hz, 10%, ديال 50, 100 Hz. C'est clair? Donc, il a dit maintenant 50 Hz, ça va donner quoi? Plus ou moins 10%. Donc, c'est-à-dire, il est loin de 55 et inférieur à 45. Donc, si vous trouvez une fréquence qui est loin de ces fréquences-là, ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Vous allez coïncider sur une fréquence de résonance qui peut détériorer votre jeu de barre. Même chose pour la fréquence 100 Hz. Loin de 100 Hz plus 100, plus 10%, ou moins 10%, c'est-à-dire entre 110 et 90. C'est bien? Voilà. Donc, cette fréquence-là, le calcul de cette fréquence-là égale à combien? Donc, égale une constante 112, racine carrée de E fois L sur ML au carré. Donc, E, en fait, c'est quoi? C'est le module d'élasticité. Il est connu. Pour le cuivre, c'est 1,3 par exemple, c'est à la puissance 6. Vous y êtes? Le L, c'est la longueur entre deux supports de traversée, c'est-à-dire entre deux points de fixation, le grand L. Le M, c'est la masse linéique, c'est donné. Donc, dans le tableau précédent, vous avez ce M-là. Il reste le L. Le L, il est aussi donné dans le tableau précédent, c'est-à-dire c'est le moment d'inertie de la section de barre. OK? Donc, dans ce tableau-là, par exemple, je reprends. Dans ce tableau-là, vous avez quoi? Donc, le M, c'est les coefficients en haut là. OK? Par exemple, pour le cuivre, vous avez le 0,089. OK? Ça, c'est le M. Mais pour le L, vous voyez là, vous avez le L sur V. Le L, vous avez 0,83. Pour le jeu de barre qu'on a, sur lequel on a travaillé. Donc, vous calculez, il faut que cette fréquence-là soit loin des fréquences que je dis là, c'est-à-dire plus ou moins 10% de 50 Hz et de 100 Hz. Voilà. Donc, un exemple, un exercice carrément, dans lequel on va prendre en considération tous ces éléments-là. Bon. Donc, la séance précédente, là, on a dit qu'on va corriger, en fait, l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on prend de l'étude de cas, c'est ça? Une étude de cas dans laquelle on a réalisé l'étude, ou bien le calcul des sections des câbles en basse tension. Mais on n'a pas encore réalisé ce qu'on appelle le calcul des câbles en moyenne tension. Sur le bon, ديما ندير لكم اللي عطى الله هو هذا التليفون. خدامين بالتليفون ديالنا دابا حتى الكونيكسيون ديال ليكول ما كانش خدامين بها. Donc, on ne peut pas faire mieux. Puis, on va essayer de voir un exemple sur le même étude de cas, de calcul du jeu de base. Regardez là. Donc, ce que je vous ai donné là. Après, sur les étude de cas, calcul des choix des canalisations des câbles. C'est-à-dire, on a fait notre séance étude des canalisations basse tension C1 et C2. Maintenant, on va parler de la canalisation moyenne tension cette fois. C'est-à-dire déjà, on n'a pas donné un exemple de canalisation moyenne tension.
On va essayer de le faire ensemble. Puis, le choix du jeu de barre principal. C'est-à-dire, on va essayer de choisir le jeu de barre principal, puis on va aller notre choix là, là pour voir est-ce que notre choix là, il est valable ou non. Donc, je te la pose. ثلاثة وصلت دقائق ماذا عندنا الوقت؟ Très bien. Donc, est-ce que vous avez fait cet exercice-là? Hein? Donc, je vous ai laissé le travail pour le préparer, en fait. Comme ça, on peut discuter. Oui, monsieur. Monsieur l'écran n'est pas partagé. Partage, monsieur. Ah, l'écran n'est pas partagé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je sais. واخا واخا اصبر علينا ولدي اصبر. Donc, je ne sais pas où se trouve le problème. Participer à la réunion. Très bien. Donc, هذا المقارنة نديرو به غادي نسدوه كيتي خليه ونسجلو وهذا étude de cas. Je suis là. Très bien. Donc, on va essayer de faire ensemble. Donc, étude de cas, étude de la canalisation, moyenne tension, C3. Entre parenthèses, avant de commencer cette étude de cas-là, il y a un point. S'il vous plaît, monsieur. C'est que, pour le cours, c'est la dernière séance. Il faut savoir ça. Donc, c'est la dernière séance du cours. C'est-à-dire, mais quand même, on va commencer les travaux pratiques. Donc, déjà, je vais vous donner un travail à faire chez vous à la maison. Donc, c'est noté, c'est un travail à rendre. Ensuite, je vais vous préparer des travaux pratiques ici, dans ce laboratoire-là. C'est-à-dire, déjà dans le programme, on vous propose cette question de démarrage de machine, c'est-à-dire les techniques classiques de démarrage. Okay? On va essayer de se rencontrer ici. Pour faire ça, je vais vous communiquer en fait les listes qui vont venir. Bien sûr, avec les conditions de la pandémie, on ne peut pas venir tous, c'est-à-dire, comme je dis au Camille de Dakar. Sinon, il n'y a ni distanciation ni rien. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, on va essayer de se répartir en minimum sur deux. Donc, je ne sais pas combien vous êtes. Bien sûr, les autres, ils ne vont pas venir, c'est ça? Donc, à ma connaissance, j'ai 4 sous-groupes, c'est ça? 4 sous-groupes. Monsieur, très bien. J'ai 4 sous-groupes, groupe 1 sur 2, 2 sur 2, GXI, groupe 1 sur 2, 2 sur 2, CIR. C'est ça? Bon. Il y a 3 et le 1 sur 3 pour les CIR. Et le GXI, c'est 2. Très bien. Donc, je vais essayer de réaliser une petite formule pour répartir. Oui? 3 groupes. OK. Je vais essayer de faire une petite cuisine pour réaliser une petite répartition selon le groupe qui vont bien sûr venir là sur place et réaliser bien sûr ces travaux pratiques de câblage. Bon, c'est intéressant de mettre la main à la pâte, de bien valider les différentes techniques de démarrage classique. Il y en a ceux qui ont déjà fait ça. Il y en a ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Donc, c'est l'occasion, ils vont le faire. L'année dernière, on travaillait dans un laboratoire de câblage. Cette année-là, heureusement, on a mis le tout dans un seul laboratoire, c'est-à-dire on aura l'occasion de travailler directement sur les grandes machines qui sont chargées. L'année dernière, on travaillait sur un petit moteur qui n'est pas chargé, qui fonctionne à vide. Donc là, vous allez réaliser un petit démarrage direct de votre moteur là, ou le triangle étoile, il y a un démarrage de source de marche, et ainsi de suite, avec pour votre moteur, un petit moteur pour lequel vous ne voyez aucun problème. Vous allez voir dans ce cas-là, ni problème de déclenchement, ni problème de dépassement de courant, ni rien. Pourquoi? Car vous allez travailler, dans ce cas-là,
pour une machine qui est à vide. Et de plus, c'est une petite machine. C'est un moteur de 750 watts. Donc, cette année-là, on va essayer de travailler avec une machine de 3 kW, une machine là à gauche, et bien sûr, qui sont chargées par des machines à courant continu, des machines synchrones, débutant sur des charges réductives, par exemple. C'est clair? Donc, cette année-là, on va essayer de mettre les mains à la pâte sur des cas un peu réalistes. Bien. Donc, pour le matériel, on n'a pas de problème. Donc, déjà, l'année dernière, on a acheté un bon nombre d'appareillages, c'est-à-dire les contacteurs, les relais thermiques, donc le tout l'appareillage qui est nécessaire pour réaliser ce type de travail. Donc, on va essayer de le valider cette année-là. Donc, bien sûr, ça va me nécessiter une journée pour venir là et s'assurer des différents matériels, de câblage et tout. Donc, déjà, j'ai testé la semaine prochaine les bandes de câblage que vous avez là au fond. Oui, c'est bon là. Je les ai testés la semaine dernière. Donc, ça marche. Déjà, les Canalis, ils fonctionnent. J'ai testé la semaine dernière. Mais cette semaine-là, je vais essayer de réaliser cette répartition-là et commencer avec vous les travaux pratiques. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à ce propos-là? Pas de questions. Très bien. Donc, étude de la canalisation, moyenne tension, c'est 3. Monsieur, le diapo s'est coupé. Qui se trouve entre ce disjoncteur-là et ce disjoncteur-là. OK? Bien sûr, il est alimenté directement par le transformateur Monsieur, il n'y a pas de présentation, monsieur. Monsieur, Il n'y a pas de quoi? On voit plus l'écran. L'écran. Présentation. L'écran n'est pas partagé, monsieur. Toujours, il n'y a pas de présentation. Non, vous avez quitté la réunion. ما كلهموكش مزيان انت راه واحد كيحتاج راك الله يحسن له وانا مسيو وي ماشي مشكل صافي دابا مزيان دابا مازال وي الله يحسن العوان ديالكم ديالنا حنا غير صبر هاي مازال هاي ايكرون اونتيي اوتوريزي باش Oui. De toute façon, on va sortir d'ici quelques minutes. واش تنقص ولا شهر Voilà. Participer à la réunion. Très bien. Très bien. Maintenant, ça marche. Très bien. Donc, j'ai dit là que la canalisation C3, il a une longueur de 1200 mètres, c'est-à-dire 1,2 km. Donc, il permet de lier ce jeu de barre-là avec ce transformateur-là. Il est alimenté directement par le transformateur T1, qui a une puissance de 10 mégavolt-ampères et une tension de court-circuit de 8%. Il est alimenté par 20 kV. Et pour le jeu de barre, il est sous 5,5 kV. Donc, c'est aussi de la moyenne tension. Donc, pour la canalisation C3, vous avez les informations suivantes. La canalisation C3 est constituée de 3 câbles unipolaires et triphasés de type 6, 10, 12 kV. Donc, vous vous souvenez bien de cette appellation-là. Dans le cours, on a parlé de cette question de 6, 10, 12 kV. On a dit que le 6, c'est la tension ou bien c'est la rigidité diélectrique de votre isolant, c'est-à-dire la tension qui peut exister entre l'âme de cuivre et l'écran qui se trouve à l'extérieur. C'est-à-dire c'est la rigidité diélectrique de votre
de votre conducteur. Et pour 10 kV, c'est la tension qui peut se trouver entre deux âmes de cuivre, c'est-à-dire entre deux conducteurs différents. C'est la tension composée tout simplement. Okay? Et pour le 12 kV, on a dit que c'est la tension maximale qui peut exister entre deux conducteurs. Okay? Vous avez la tension nominale et la tension max. Donc, ces trois conducteurs-là, ils sont en aluminium isolé au PR, c'est-à-dire le polyéthylène réticulé, posé directement dans un caniveau fermé, dans une température de 35 degrés C. La temporisation de la protection contre les courts-circuits entre phase et de T égale à 0,2 secondes. Voilà la temporisation de la protection contre les courts-circuits. Travail demandé. Donc, on vous demande de choisir bien sûr les sections pour la canalisation C3. Donc, je vous rappelle. Donc, déjà pour les canalisations moyenne tension, on a dit qu'il faut calculer tout d'abord la section 1. C'est la section qui est due au mode de pause. Calculer la section 2. C'est la section qui est due à la rigidité thermique, ou bien cette question de l'endurance thermique dans votre câble. Okay. Puis la section 3, c'est l'endurance thermique toujours de l'écran de votre câble. C'est-à-dire, est-ce qu'il va supporter le courant de défaut, ce câble-là ou non. Donc, bien sûr, dans son écran. Okay. Donc, calculons ces trois sections-là, on a dit que toujours, il faut choisir la section max ou bien la section économique. On va voir selon le cas. Dans ce cas-là, on va essayer de réaliser une petite discussion concernant ce choix-là. Donc, on vous demande tout d'abord de déterminer ce qu'on appelle le courant d'emploi IB. Donc, la canalisation C3 alimente uniquement le transformateur T2 de puissance 630 kVA. Calculez alors le courant d'emploi IB dans ce cas-là. Donc, il est clair dans ce cas-là que donc, le T2 a une puissance nominale de 630 kVA. Je peux calculer le courant nominal d'emploi qui est dû à ces 630 kVA. Okay? Donc, en fait, dans ce cas-là, vous aurez tout simplement le quoi? Le IB égale quoi? Égale à le SN sur racine 3 fois I, U nominal. Donc, le U nominal égale à, celle-là égale à 5,5 kV. Le SN égale à, c'est 630. Très bien. Donc, c'est 630 kVA. Et là, vous avez le racine 3. Donc, ça donne combien? C'est 66,1. OK, très bien. Donc, 1,13, c'est la même chose. Ampère. Très bien. Voilà le courant d'emploi. Maintenant, on vous demande de facteur de correction et choix de S1. Donc, je vais choisir la première section maintenant. OK? C'est la section S1. Selon le mode de pause utilisé, voire introduction, donnez la lettre de sélection, la colonne de choix, en déduire la valeur des facteurs de correction utilisés. Très bien. Je vais revenir vers le cours. Donc, le cours, il est là. Donc, je vais revoir les modes de pause. Donc, on a dit que ces conducteurs-là, ils sont mis quoi? Sur des caniveaux. Sur des caniveaux fermés, c'est ça? C3 ou tel? Caniveau fermé. Caniveau fermé. Câble unipolaire en aluminium isolé, OPR, posé directement dans un caniveau fermé dont la température 35 degrés. Très bien. Donc, il est dans les conduites fermées, conduites dans caniveau ouvert ou ventilé. Non, celui-là, c'est pas ça. Donc là, c'est caniveau fermé. Donc, vous êtes là. Okay? Donc, c'est L4, n'est-ce pas? Donc, là, vous avez le mode de pause, c'est le L4. Okay? Vous avez la colonne du choix, c'est 3. Vous avez le F0 égale à 0,80 et vous avez le F1 et le F5, ce sont des éléments ou bien des facteurs à déterminer. Okay? Donc, je vais écrire tout ça. C'est-à-dire là, vous avez le mode de pause. Donc, question 2, petit a.
Le mode de pause, c'est caniveau fermé, c'est-à-dire le L4. Colonne de choix. Le colonne de choix de la section, c'est 3 dans ce cas-là. On a dit que c'est 3. Pardon? Et bien sûr, dans ce cas-là, vous aurez quoi? Les facteurs, vous avez F0 égale à 0,8. F0 égale à 0,8. Je dois calculer le F1 et le F5. Donc, F1, en fait, il dépend de la température ambiante, c'est ça? Donc, F1, il dépend de la température ambiante. Donc, le F1, il est le même que comme basse tension, comme j'ai dit là. Très bien. Donc, la température ambiante dans notre cas là égale à combien? 35? Très bien. Donc, très bien. Puisque c'est 35, donc ça va donner. Donc, pour le PR, c'est 0,96. Oui, monsieur? Pour le F1? Même si. Donc, le F1, la pause, elle se fait dans les canalisations, c'est-à-dire dans les caniveaux. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il y a de la ventilation. Il y a le contact avec l'air. Est-ce que c'est clair? Il y a de la ventilation, il y a le contact avec l'air, n'est-ce pas? C'est quoi un caniveau? Un caniveau, c'est une construction que vous avez fait. Soit il est ouverte. Dans ce cas-là, vous avez une ventilation qui est toujours là. Soit elles sont carrément fermées, mais elles sont ouvertes des deux côtés. C'est-à-dire toujours, vous avez en fait de l'air qui circule à l'intérieur. Donc, l'échange thermique est minimal, mais ça existe. Ça existe le contact avec l'air. En fait, ce n'est pas du conduite enterrée. Ce n'est pas une canalisation enterrée, celle-là. C'est dans les caniveaux. Caniveau, c'est différent de l'enterré. L'enterré, vous avez juste trois modes de pause. C'est clair, monsieur? Oui. Oui. C'est le même. Comme j'ai dit là dans le cours, j'ai dit que les coefficients F1, F2 et ainsi de suite, ils sont pareils pour les deux. Là, il est noir sur blanc mentionné dans le cours. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Donc, vous pouvez voir là. Facteurs de correction F1, F2, F3. Les facteurs F1 et F2 gardent les mêmes expressions et tableaux de choix comme basse tension. C'est-à-dire c'est les mêmes. Vous n'allez pas à vous. Hein, il ne faut pas rechercher d'autres facteurs. Donc, c'est les mêmes. Hein. Oui, monsieur. Câble unipolaire, oui. Oui, donc c'est ça. En fait, le câble, vous avez soit un câble tripolaire, dans ce cas-là, vous avez, dans le même câble, vous avez 3 âmes de cuivre. OK? Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. Pour le câble unipolaire, là, pour chaque phase, vous avez un câble à part. Pour chaque phase, vous avez un câble. Il y a un seul noyau de cuivre ou bien d'aluminium dans ce cas-là. C'est clair? Est-ce que c'est clair ce que je viens de raconter là? Pour réaliser votre câble là, soit vous aurez un câble comme celui-là, là c'est un câble monophasé, dans lequel il y a 2 conducteurs à l'intérieur, ou bien 3. Dans ce cas-là, c'est 3. Phase neutre et protection H. Vous y êtes? Mais vous pouvez trouver des câbles pour lesquels vous avez 3 conducteurs qui sont séparés. Un premier conducteur pour la phase, un deuxième pour le neutre et un troisième pour le protection H. C'est clair? Lorsque je parle de câble unipolaire, dans ce cas-là, chaque phase est représentée par un câble à part. Est-ce que c'est clair? Vous y êtes? Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai dit là pour la valeur? Donc, c'était 0,96, c'est ça? 0,96. Donc, 0,96. Il reste le F5. Le F5, en fait, elle représente quoi? Donc, le F5, il est là, je crois. Oui, c'est bien. Facteur de correction pour groupement de plusieurs circuits
ou plusieurs câbles. Câbles posés dans l'air et à l'abri du rayonnement solaire direct, donc F5 et F6. Donc F5 sur tablette horizontale non perforée, F6 sur tablette horizontale perforée ou sur des courbeaux. Donc, dans notre cas-là, est-ce qu'on a ce problème-là déjà? Donc déjà, on a un seul circuit, c'est-à-dire c'est le câble qui permet d'alimenter la charge, et il est seul dans le caniveau. Dans ce cas-là, on n'aura pas de coefficient de correction, donc tout simplement F5 égale à 1. Égale à 1. Donc, bien sûr, ceci va vous donner un coefficient de correction global, c'est F global égale tout simplement F0 fois F1 fois F5. Égale quelque chose, donc 0,75. 0,500 0,738. 768. Ok. Très bien. Maintenant, voilà. Donc, on sait dans les documents normatifs concernant les modes de pause et les facteurs de correction déterminés dans la lettre de sélection et les numéros correspondant au mode de pause utilisés pour ces deux. Selon le mode de pause, voilà, en traduction, donner la lettre de sélection et les facteurs de correction utilisés. Voilà, c'est très bien. Décalculer le courant équivalent que le câble doit pouvoir véhiculer dans les conditions standards d'installation. Oui. Donc, c'est quoi le courant équivalent que le conducteur doit pouvoir circuler dans les conditions normales d'utilisation? Donc là, vous avez une protection déjà par disjoncteur, c'est-à-dire déjà le courant IZ, il doit être pris égal à exactement le courant de votre disjoncteur. Okay? Et ensuite, vous devez diviser ce courant-là sur les différentes coefficients que vous avez calculés là pour trouver en fait les. Très bien. Donc, on va trouver combien? Malheureusement, là, on ne vous a pas donné cette question de choisir le disjoncteur et on ne vous donne pas déjà le courant nominal de votre disjoncteur, c'est ça? Donc, si on prend exactement le même courant, oui, mais on n'a pas le IN là, tout simplement. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, ce que vous avez là, c'est le courant IB. Donc, on sait que le courant IB, le courant IN de votre disjoncteur là, ou bien le IR, il est sensiblement supérieur à votre IB que vous avez calculé là. Vous y êtes? Donc, si je prends le même courant, si je prends pour ce courant-là, le même courant IB, si je prends le 66 ampères, il y a 66 le 66 ampères. Dans ce cas-là, vous aurez le IZ à 0,1. Allez, c'est bien. Donc, dans ce cas-là, le IZ va être égal à exactement la même chose, c'est 66,1 ampères. Implique le I'Z, c'est tout simplement ce IZ-là sur le 0,768. C'est combien? 86,06 ampères. Voilà le courant admissible par votre canalisation. Bon. Choisir dans ces conditions la section appropriée du câble à utiliser, en déduire la nouvelle valeur du courant admissible. Donc, dans ce cas-là, oui, mademoiselle. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, j'ai pas compris la question. Comment vous avez calculé IZ'? Donc, IZ', c'est quoi on a dit? IZ', on a dit le IZ' égale le I'Z égale à IZ, dans ce cas-là, sur le facteur de correction générale que vous avez calculé là, ce facteur-là. OK? Donc, je dois calculer tout d'abord le IZ. Donc, si j'ai le IZ, je peux calculer le I'Z. Maintenant, comment je vais calculer le IZ? On a dit qu'il s'agit d'une protection par disjoncteur. Donc, puisque c'est une protection par disjoncteur, je dois prendre le IZ égal à exactement le courant IN ou bien IR. Donc, puisque je n'ai pas là le disjoncteur, donc je peux prendre que c'est le même, c'est le même que IB. À derrière, une hypothèse pour pouvoir se lancer dans les calculs, mais sinon on va rester coincé. OK? Pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ayant ce courant IB, il faut tout d'abord choisir le disjoncteur.
ayant le disjoncteur, c'est le courant nominal que vous allez utiliser pour calculer le IZ. Le IZ égale exactement le IN ou bien le IR. C'est clair, mademoiselle? Donc, pour débloquer le calcul, juste, on a pris la même chose. On a pris que ce INR-là égale exactement IB. C'est OK? Oui, monsieur, merci. Maintenant, j'ai compris. Très bien. Choisir dans ces conditions-là la section du câble à utiliser. Donc, la section. Donc, j'ai dit là qu'il s'agit de cuivre, Yak, c'est ça? Aluminium, Yak. Donc, le cuivre. Oui, aluminium. ما عندناش لي طابلو ديال الالومنيوم ياك خصني نعطيكم لي طابلو ديال الالومنيوم Oui, on n'en a pas. واخا انا نعطيكم لي طابلو ديال الالومنيوم جو ليزي انا عاد تيليشارجيتهم داك النهار Parfois, c'est très facile de rechercher une documentation sur Google que de le rechercher. L'installation de maintenance moteur électrique. Que de le rechercher sur votre disque dur. PLC, instrumentation, schéma. Donc, je cherche là un document de Schneider Electric. J'ai déjà. Non, bah, c'est bizarre. Un moteur. Simple data. Système d'apprentissage pour obtenir d'énergie électrique. Non. Chez Eda. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça aussi. Logique. Non. Et enfin, je vois. Ah, je vais le rechercher rapidement. Je crois bien. Monsieur, j'ai le doc présenté. Tu as la documentation? Ok, donc envoyez-la ou bien présentez-la. Donc si tu as la documentation, on peut le présenter rapidement pour ne pas se... Étude de cas. Juste le... Ah ouais, il est là. Est-ce qu'elle est visible? Ça, il est là. Il est là maintenant. Oui? واش خديتي انت لامان ديال هادي ما فيزيبل ما والو reprendre la présentation. صافي انا غادي نبريزونتي دابا. واش كتبان لكم l'écran ديالي؟ Ça marche. Très bien. Vous voyez maintenant le... Oui, monsieur. Vous voyez maintenant le document. Monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Donc là, c'est la documentation pour les câbles chez enterrés. Donc, c'est basse tension. Les basses tensions. Là, chez les contrôleurs. Conducteur de protection. Chute de tension admissible. Je cherche la moyenne tension. Il y a de la moyenne tension. Calcul de la section 1. Voilà. Oui, monsieur. Sortir?
Donc, vous voulez qu'on arrête? Je dirais une petite pause. Donc, c'est la question. On dirait une pause. Donc, on a la colonne de choix, c'est 3. Vous êtes sur le pair ou bien le pair. Donc, je vais choisir sur cette colonne-là. OK? Et vous avez là le cuivre et là l'aluminium. Je vais choisir sur cette partie-là. Donc, notre courant-là était de combien? 86. Donc, 86. Donc, ça ne marche pas. Donc, je vais travailler avec 105. Donc, ce que je vais utiliser là, dans ce cas-là, c'est le 105. C'est-à-dire, je vais utiliser ça. Ça. Donc, ça qui va donner une section de combien? De 25 mm². Donc, une section de 25 mm². Donc, S égale 25 mm au carré en aluminium, bien sûr. OK? Et alors, on va prendre une pause. On va revenir d'ici un quart d'heure.